Après plusieurs mois de grève sans être écoutés par leur tutelle, les agents du ministère de l'Intérieur se sont retrouvés ce samedi à une assemblée générale extraordinaire précédée d'un point de presse de leur leader. Yves Séry Désiré, secrétaire général du syndicat national des agents du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, Sinamessi, n'y est pas allé du dos de la cuillère pour fustiger l'indifférence du gouvernement de Côte d'Ivoire face à leur situation et leurs nombreuses revendications, dont l'octroi d'indemnités d'abstrait à tous les agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, l'institution de primes à tous les agents, un statut garantissant l'emploi des gens de maison. Nous ne devons pas abandonner, nous devons continuer. L'État de Côte d'Ivoire nous a promis. L'État doit honorer ses engagements. Après un séminaire, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que nous devons plus continuer la lutte. On ne doit pas nous dire aujourd'hui qu'on ne nous donnera rien. Tout ce qui est revendication à caractère financier ne seront pas réglés. Mais c'est faux. L'État de Côte d'Ivoire a signé un protocole d'accord avec nous. Ils ont pris les engagements de régler nos problèmes avant fin janvier 2019, ils doivent signer les décrets maintenant et payer notre indemnité d'astreinte et nos primes. S'ils ne le font pas, ils vont nous trouver sur leur chemin. Ils trouveront les gilets rouges, ils trouveront les travailleurs du ministère de l'Intérieur mobilisés comme une seule personne. Empêcher le fonctionnement des préfectures, des sous-préfectures et des mairies. Arrêtez de faire les passations entre les maires entrants et les maires sortants. J'en appelle tous les camarades à descendre à Abidjan à partir de 18 décembre pour une grande marche ici à Abidjan, depuis Cocody jusqu'au plateau. Venus nombreux et très réceptifs aux messages et mots d'ordre de leur leader, les syndicalistes du Sinamessi sont répartis encore plus déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat pour l'amélioration de leur statut professionnel. Depuis près de 2 ans, les agents du ministère de l'Intérieur ont une forte douleur. Voilà, ils sont oubliés par la gestion du gouvernement, ils sont oubliés par le ministère. Au ministère de l'Intérieur, on n'a aucune prime. Au ministère de l'Intérieur, on n'a aucun avantage. Nous abattons tout le travail qu'il faut avec les préfets qui se taillent la part du gâteau et les agents restent bredouilles sans rien avoir. En tant qu'agents, nous sommes capables de nous battre d'abord, de communiquer avec la hiérarchie qui est le ministère de l'Intérieur, avec le ministre lui-même, pour demander sa clémence, lui dire que le ministère de l'Intérieur souffre en particulier. Et si jamais rien n'est fait, nous irons jusqu'au bout. Un accord de paix a été signé entre les partis politiques nigérians le 11 décembre 2018 à Abuja. Ceci pour un déroulement pacifique des élections générales de 2019 et notamment la présidentielle. D'après l'accord, ces candidats s'engagent à mener des campagnes thématiques sur l'échelle nationale, régionale et locale. Dans le même bain, les clauses de cet accord soulignent que ces prétendants à la magistrature suprême nigériane s'engagent unanimement à s'abstenir des campagnes qui impliqueraient des incitations religieuses et des élans ethniques. Ceci à la fois par eux-mêmes et par tous les agents en leur nom. Par ailleurs, les signataires de cet accord ont promis d'éviter de faire une déclaration ou un discours favorisant toute forme de violence. Ils ont également promis de veiller à l'application du dit accord qui est sous la houlette du Comité national de paix. Un comité constitué des hommes et des femmes d'État, des chefs traditionnels et religieux. Néanmoins, il faut dire que cette action s'est faite en l'absence de l'opposant Atiku Abubakar qui a déclaré n'avoir reçu aucune invitation à ce sujet. Chose que le Comité national de la paix a expliqué en annonçant que les invitations avaient été données aux 73 candidats de la présidentielle sur 91 partis politiques recensés. Pour rappel, ces élections sont prévues pour le mois d'avril 2019 dans le pays. Le Rwanda et la Tanzanie ont convenu le 11 décembre 2018 à Kigali d'accélérer la mise en œuvre de leur projet de voie ferrée transfrontalière à écartement standard. Cette convention signée entre les ministres chargés des infrastructures des deux pays concerne une voie qui reliera Isaka et Kigali. Selon le ministre rwandais des infrastructures Claver Gatete, ce projet couvrira 400 km entre la capitale rwandaise Kigali et Isaka. Il a poursuivi en déclarant que le dit projet permettrait de réduire considérablement les coûts de transport, de stimuler l'intégration physique et d'améliorer les services sociaux en Afrique de l'Est. Son homologue, quant à lui, a mentionné que les deux États se sont convenus à chercher conjointement les fonds pour la réalisation du projet, mais aussi de travailler à définir les modalités d'opération de la voie ferrée
transfrontalière. Estimé à 2,5 milliards de dollars, ce projet a été lancé par le gouvernement des deux pays le 20 janvier 2018 à Dar es Salaam, ville commerciale de la Tanzanie. Le mouvement de la Renaissance du Cameroun a procédé ce 9 décembre 2018 à une cérémonie de collecte de dons au sein de son siège régional de Douala. Ceci pour la construction d'une fondation nommée Fondation Paul Aya Abiné. Il s'agit d'un ancien membre de l'Assemblée nationale du Cameroun et membre du mouvement démocratique populaire du Cameroun. Arrêté le 21 janvier 2017 pour avoir demandé que le Cameroun revienne dans son système des années 1960, il a été libéré le 30 août 2017 par décret présidentiel. Ceci après avoir passé plus de 8 mois en détention à la prison de Yaoundé. Un prêt de 12,168 milliards de francs CFA va être octroyé au Cameroun par la Banque islamique de développement. Ce crédit servirait alors au pays de mener à point son projet d'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Selon le décret présidentiel du 7 décembre 2018, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, est habilité à signer cet accord avec la BID. Dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun, il faut dire que des progrès ont été accomplis pendant ces 5 dernières années. Ceci à travers les services de prévention de transmission de la maladie de la mère à l'enfant, disponibles dans 70% des services de santé, sous le ministère de tutelle, André Mamafouda, ministre camerounais de la Santé publique. Celle-ci est passée de 7,8% en 2012 à 0,1% en 2018. C'est ce que relève la dernière enquête de Cameroun Population Based HIV Impact Assessment, en abrégé CAMFIA. Pour rappel, la Banque islamique de développement a déjà accordé des crédits de plus de 100 milliards de francs CFA au Cameroun depuis sa création en 1975. Dans sa politique d'implantation au cœur de Libreville, la capitale gabonaise, la Banque panafricaine s'installe à l'université Omar Bongo Ondimba avec la pose de la première pierre qui a été effectuée ce mardi 11 décembre par le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Jean de Dieu Mukangi Iwangu, en présence de la directrice générale de UBA, Chou Mamong, directeur de l'UOB, Marc-Louis Ropivia, qui n'a pas manqué de saluer l'initiative de l'United Bank of Africa. Il ne s'agit pas d'une agence de bourse, il s'agit de la pose de la première pierre d'une agence bancaire. C'est-à-dire, c'est l'agence bancaire UBA Gabon. C'est la première fois, c'est un événement important parce que c'est la première fois qu'une banque s'implantera au sein du campus universitaire. Et donc l'UOB est la première, grâce à son partenariat avec UBA, à profiter, n'est-ce pas, de cette opportunité, selon ainsi un partenariat durable, un partenariat gagnant-gagnant d'ailleurs, avec la banque UBA Gabon. Dans son allocution, la directrice de UBA est revenue sur les ambitions de sa banque qui a pour objectif de se rapprocher davantage des populations. Pour elle, cet acte marque l'adhésion de l'UBA à la politique de développement du gouvernement ainsi que leur volonté de contribuer au progrès du Gabon. Oui, this is the first one being the premier university in the country parce que c'est un pionnier, c'est la première université dans le pays. And having the largest population of students qui a in aussi, Gabon. Le plus grand nombre d'étudiants au Gabon. This is the first place we decided to pitch. Donc, c'est le premier endroit qu'on a ciblé. This is going to be extended to other universities. Nous allons étendre les opportunités à d'autres universités. Yeah. Notons que cette initiative a de multiples intérêts, mais la principale est sans nul doute d'offrir un accès plus rapide aux étudiants à leurs finances. Une convention d'accord dans les domaines des hydrocarbures et des mines a été ratifiée par la Mauritanie et le Maroc le 12 décembre 2018 à Nouakchott, ceci en marge de la 5e édition de la conférence Exposition Mauritanide. Préparée depuis quelques mois, cette convention a été signée par Amina Benkadra, directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines, et le directeur général de la Société mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine minier, Fall Ngissali.
S'inscrivant dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays, cette convention prévoit notamment l'échange d'informations, de documentation, d'expertise, de formation et d'encadrement du personnel dans les domaines des hydrocarbures et des mines, ainsi que l'accompagnement organisationnel des structures. Cette rencontre à laquelle le Maroc a été représenté par une forte délégation connaît la participation de 1500 personnes, dont 100 exposants, et l'organisation de 70 conférences présentées par 30 pays. Organisée tous les 2 ans par le ministère mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines avec la participation des grandes compagnies internationales spécialisées dans le domaine, elle vise à faire l'état des lieux du niveau de développement du secteur pétrolier et minier en Mauritanie. La 7e conférence du comité maghrébin de l'électricité en abrégé Comelec s'est déroulée du 11 au 12 décembre 2018 à Nouakchott. Placée sous le thème « Les réseaux intelligents pour l'accélération de l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique maghrébin », cette rencontre permettrait aux pays de cette zone d'Afrique de relever toutes ces contraintes générées par les énergies renouvelables, comme nous le confirme le directeur d'une entreprise marocaine. Aujourd'hui, les pays du Maghreb essaient de mettre en place une vision commune justement pour relever toutes ces contraintes normalement générées par les énergies renouvelables au niveau du système électrique à travers l'introduction de souplesse et de flexibilité dans le système électrique, en développant les interconnexions, en introduisant des technologies flexibles. À côté d'Abdelrahim El Hafidi, d'autres personnalités du monde énergétique et technologique étaient de la partie, notamment la Tunisienne Salima Khelif, qui décline les ambitions de son entreprise et souhaite aller à la conquête des autres marchés du Maghreb. Il en est de même pour l'Algérienne Karim Azri, qui expose les expertises de son entreprise. En guise de rappel, cet organisme est celui de coopération et d'échange d'expériences. Ceci entre les 5 pays membres du Comelec, à savoir l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. C'est du moins ce que présente le président de la dite organisation, le Tunisien Monsef Harabi, qui d'ailleurs met un accent assez particulier sur l'importance stratégique des énergies renouvelables pour le Maghreb. Au moins 7 personnes ont été tuées et 50 blessées ce jeudi dans une collision entre un train à grande vitesse et une locomotive à Ankara. L'accident s'est produit quand un train reliant la capitale turque à la ville de Konya est entré en accroc avec une locomotive effectuant des repérages sur les rails, selon le gouverneur d'Ankara, Vasip Sahin. Le train transportait plus de 200 passagers et l'accident a eu lieu quelques minutes seulement après son départ de la gare d'Ankara. Et selon le bureau du gouverneur, le conducteur du train figure également parmi les victimes. Des secouristes du Croissant Rouge turc distribuaient des couvertures et du thé aux rescapés, rassemblés sur un tronçon de route bloqué à la circulation près du lieu de l'accident, et une enquête est en cours pour déterminer les causes réelles, ont précisé les autorités du pays. Rappelons que ces dernières années, les accidents mortels sur le réseau ferroviaire turc se sont multipliés.